Bonsoir à vous tous et bienvenue dans votre émission Saturne, une émission dans laquelle le monde de l'image sera mis à l'honneur. Installez-vous confortablement car voici ce qui vous attend ce soir. Cette semaine, au box-office, dans vos salles de cinéma habituelles, le film Napoléon, après Blade Runner, Alien ou encore Gladiator, Ridley Scott, l'un des plus grands cinéastes de notre époque, revient avec ce nouveau biopic qui retrace l'ascension de Bonaparte jusqu'à sa chute tragique à Sainte-Hélène. Au total, ce sont 6 batailles majeures qui devraient apparaître dans le film. Ça promet! Ce soir, je reçois le jeune Calédonien Donatien Ganacho. Après des études de cinéma en Roumanie, il est de retour au pays et a pour projet de réaliser un long métrage de fiction. Enfin, à travers le documentaire Paradis perdu, Sumatra, les moissons du feu, nous verrons les ravages du réchauffement climatique sur cette île de l'Ouest indonésien. Un beau programme à venir. Alors ce soir, 2 films, 2 ambiances, 2 univers complètement différents qui j'espère donc vous plairont. Allez, on les découvre tout de suite dans votre chronique à l'affiche. Et on commence avec le biopic sur l'empereur des Français, Napoléon Bonaparte. Un biopic qui retrace son ascension vers le pouvoir, mais aussi vers sa chute, tout en mettant en avant sa relation tumultueuse avec l'amour de sa vie, Joséphine de Beauharnais. Une relation qui permet, selon le réalisateur anglo-américain Ridley Scott, de mieux comprendre l'homme et l'empereur qu'il était. On regarde la bande-annonce. Votre Majesté, nous sommes découverts. Bien. Attendez! On est sur la glace! C'est un piège! Retirez-vous! Je ne suis pas fait comme les autres hommes. Mais ceux au pouvoir ne me voient que comme un guerrier, ne pouvant prétendre à aucune charge. Mais je marche dans les pas d'Alexandre le Grand et de César. Quel est votre nom? Napoléon. Le cours de ma vie vient-il de changer? Napoléon. Je dois vous prévenir. Je ne serai pas commandant en second. Mais c'est par le feu que je l'emporterai. Je suis destiné à de grandes choses. J'ai trouvé la couronne de France dans le ruisseau et je l'ai placée sur ma tête. Tu crois être un grand homme. Tu n'es rien si je ne suis pas avec toi. Dis-le. À qui est ce pays? À moi. Joaquin Phoenix qui est excellent bien sûr dans le rôle de Napoléon Bonaparte. Après, il faut savoir que ce film n'a pas pour but de retracer fidèlement la vie de l'empereur des Français, mais plutôt de capturer l'essence d'un homme qui a marqué l'histoire de France et celle donc de l'Europe. Enfin, le film Mars Express, nous sommes en l'an 2200, nous suivons Aline Ruby, une détective privée qui, avec son partenaire Android, vont enquêter sur la disparition de June Cho, une étudiante en cybernétique. Une enquête qui les mènera dans les entrailles de Noctis, la capitale martienne. On regarde la bande-annonce. Chris Roy Jacker vous attend dans votre bureau. Aline Ruby, Carlos ne vous a pas fait entrer? Ah oui, lui aussi mise à jour. C'est ma fille, June. Elle a disparu et sa camarade de chambre aussi. Sa chambre est au campus Alan Turing. Mode sobriété activé. Ouais, désactivation. Elles ont disparu ensemble. Qu'est-ce qu'elles pouvaient avoir en commun? Le proviseur, il va vous montrer l'enregistrement. J'ai essayé de l'éteindre. C'est pour ça que l'androïde se défend. Désactivation. Il enfreint la directive 1. On a localisé l'androïde. Vous voyez ça? Il s'est pas laissé faire, le gars. Eh, venez voir par ici! Je comprends pas. Pourquoi construire un vaisseau spatial? Qu'est-ce que Juncho a fait à ce robot? Sa fille soupçonnait June de se prostituer. Regarde ce que je vois en thermique.
Vous avez des prostituées humaines? Rien que du synthétique, mais nous nous considérons comme 100% humains. Pas vrai, monsieur? C'est un logiciel pour prendre le contrôle total d'un robot. On a bien vu ce que ça donne, des robots lâchés en liberté. Écartez-vous! Missile! J'arrive, Aline! Donc c'est un film voilà, qui aborde le sujet de la vie humaine sur Mars alors que la vie sur Terre se détériore et qui redore en tout cas le blason de la France sur la scène de l'animation de science-fiction. Après, ce n'est que mon opinion. Ces deux films sont bien sûr à retrouver dès demain dans vos salles de cinéma habituelles. Acting et réalisation, notre invité du jour est parti en Pologne justement pour se former. Avec lui, nous reviendrons sur son parcours, sur ce que le cinéma représente pour lui, ainsi que sur ses projets en cours. Et vous verrez, il nous prépare quelque chose pour le début d'année prochaine. Allez, on le retrouve tout de suite dans votre chronique Gros Plan. Donatien, bonsoir. Bonsoir Stéphanie. Merci à toi d'être avec nous. Mais merci à vous de me recevoir, c'est avec grand plaisir. Alors, depuis que tu as 15 ans, donc, tu réalises des vidéos donc, sur ta page YouTube, Calais Dona. Voilà. Oui, c'est tout à fait ça. Donc, tu es de retour en Nouvelle-Calédonie, je dirais, c'est aussi pour te ressourcer auprès de ta famille, mais c'est aussi car tu as un projet dont on parlera plus tard, donc d'ailleurs. Mais avant d'en parler, donc comme je suis assez curieuse, j'aimerais en apprendre un peu plus sur ton parcours, sur ton choix, parce que tu es partie en Roumanie justement pour tes études. Alors, dis-nous tout. Oui, alors cette passion, ça a commencé, voilà, comme tu l'as dit, depuis mes 15 ans, que j'ai commencé à faire des vidéos, m'intéresser au montage et au tournage également de ces vidéos. Mais je commençais à penser au cinéma, mais j'étais pas sûr encore quelle voie choisir. C'est assez délicat en termes de carrière et d'avenir. Et donc j'ai préféré commencer par des études en France, un DUT gestion d'entreprise. Je me suis dit c'est la base pour commencer dans beaucoup de domaines. Et petit à petit, en fait, j'ai aiguillé ma recherche vers des études de cinéma. Et je cherchais du voyage, je cherchais de la découverte de culture, voilà, des nouvelles choses, un nouvel horizon. Et j'ai des origines roumaines par ma maman. Et donc, je me suis dit, la Roumanie, c'est une très bonne opportunité puisque j'aurai déjà quelques repères tout en découvrant en fait un pays totalement nouveau et peu connu par le monde. Et ça a été une superbe surprise d'intégrer l'université en Roumanie de cinéma. Donc, tu as étudié là-bas l'acting et la réalisation. Alors, pourquoi l'acting? L'acting, c'est pour être acteur. Oui, pour être comédien, donc c'est du théâtre, en fait, tout simplement. Et j'ai commencé par étudier, en fait, j'ai intégré une licence d'écriture dramatique. Et petit à petit, je me suis beaucoup intéressé aux acteurs puisqu'on avait des classes communes avec eux. Et je me suis fait recruter en fait par le professeur lui-même de la classe d'acting parce qu'il a aimé, voilà, pendant un workshop, la façon dont j'ai travaillé et dont je me suis investi. Et ça m'a permis d'apprendre ces deux domaines qui sont complémentaires au final. Bien sûr. Alors, pourquoi le cinéma? Qu'est-ce qui te plaît dedans? Alors, ce qui me plaît, et ce que je recherche beaucoup, mon grand rêve, on va dire, c'est la transmission de messages au sens large du sujet, de messages de paix, d'amour, mais aussi passer par l'émotion, transmettre de l'émotion au spectateur, réveiller des choses en lui pour le toucher. Est-ce qu'il y a un réalisateur en particulier qui t'inspire? Oui, tout à fait. Alors, il y en a plusieurs, mais un réalisateur en particulier, j'aime beaucoup les films réalisés par Quentin Tarantino. Pourquoi? Déjà pour l'extravagance de ses idées, mais aussi des plans que je trouve magnifiques, des très belles images. Quentin Tarantino, d'ailleurs, en fait, je l'ai vu sur la toile, qui devrait prendre sa retraite après le tournage de son film The Movie Critic, qui devrait sortir en 2024, d'ailleurs. D'accord, en tout cas, c'est une retraite après une belle carrière. Tout à fait, hein, c'est quand même plus de 30 ans, quand même,
Enfin, il a une sacrée carrière derrière lui. Alors, il y a de beaux projets qui sont à venir en 2024-2025 en Nouvelle-Calédonie concernant le cinéma, puisque l'on va commencer à faire des longs métrages, ce qui est génial pour les réalisateurs et techniciens donc, du pays. Et toi, tu t'inscris aussi dans cette mouvance, je dirais, puisque tu as également le projet d'en réaliser un en début d'année prochaine. Alors, dis-nous en plus sur ton projet, comment ça se passe. J'imagine qu'il y a tout un travail, en fait, c'est du boulot quand même. Oui, c'est un projet qui est né récemment pour moi. Mhm. Et c'est donc une inspiration qui m'est venue de plusieurs éléments de ma vie personnelle. Mhm. Et grâce à ces études que j'ai réalisées, en fait, j'ai fait tout un travail derrière d'investigation, puisque c'est un sujet un Mhm. petit peu délicat. Donc j'ai fait tout un travail d'investigation et d'enquête auprès de nombreuses personnes de différents domaines Mhm. pour avoir un scénario le plus proche de la réalité possible. Mhm. Et donc voilà, c'est ce projet qui s'est goupillé. En arrivant, j'ai été très bien accueilli aussi, puisque dans cet élan en fait de long métrage, comme tu viens de dire, c'est vrai que la Calédonie on sent que Oui. ça commence à se réveiller et qu'il y a vraiment une volonté de développer le Mhm. côté long métrage, puisque jusqu'à maintenant c'était surtout des Des courts métrages. courts-métrages, Oui. exactement. Ça va parler de quoi, ton long-métrage, dans les grandes lignes? Parce que j'imagine que tu vas pas tout nous dire. Oui, alors bien sûr, je ne peux pas tout dévoiler, mais l'idée, donc, c'est un jeune homme d'une vingtaine d'années Mhm. qui, par un contexte familial très compliqué, sombre petit à petit dans une addiction à la drogue pour subvenir à ce manque d'équilibre familial. Et en fait, voilà, il avait un très bon équilibre familial et il a perdu sa mère d'une maladie auto-immune quand il avait 10 ans. Et Ok. depuis, c'est cet équilibre qui s'est rompu, la famille qui n'a plus fonctionné puisque son père s'en est jamais remis et est devenu alcoolique. Et donc lui, il a essayé de se débrouiller, voilà, en trouvant des jobs à droite à gauche, mais il a eu quand même une mauvaise influence autour de lui, ce qui l'a amené à tester différentes substances. Et en fait, au cours d'une nuit, pendant une soirée où il a consommé, il y a une tempête dehors, dans une boîte de nuit qui est proche d'un port. Et en fait, dans une illusion, enfin dans une hallucination, il se retrouve assommé et il se réveille au beau milieu de la mer. Oh, d'accord. Mais justement, tu disais tout à l'heure que le cinéma, ça te permet, parce que tu veux faire passer des émotions, des messages. Là, c'est quand même une histoire assez lourde, quand même. Tu parles d'addiction et tout. C'est pourquoi, en fait, ce thème, en fait, en particulier? Parce que pour moi, c'est un thème très important et également, en fait, pour pouvoir toucher des personnes qui sont dans cette situation-là aussi, pour pouvoir montrer que voilà, il y a une lumière derrière, Mm. enfin, au bout du tunnel. C'est pour ça que je veux avoir voilà, un scénario qui est le plus proche possible de la réalité, ne pas tomber dans le cliché, Bien pour sûr. pouvoir toucher vraiment le plus de monde possible et en particulier des personnes dans cette situation-là. Mhm. Donc là, à l'heure d'aujourd'hui, comment ça avance par rapport à la préparation de ton long métrage? Tu t'es rapproché du bureau d'accueil des tournages pour avoir Oui, des conseils, j'imagine? tout à fait. Et d'ailleurs, ils m'ont beaucoup aidé en me donnant des contacts sur le territoire de techniciens surtout et de Mhm. boîtes de production. Après, moi, j'ai été chercher dans les théâtres calédoniens pour trouver des comédiens, comédiennes. Et à l'heure d'aujourd'hui, donc le scénario est terminé, l'écriture est finie. Super, Et je recrute, là j'ai presque une équipe au complet pour le d'accord. tournage. Donc Et ça sera début d'année prochaine. oui, tout à fait. Ah, ça arrive vite, hein. Mi-janvier, l'idée c'est qu'on commence les tournages. Alors, à noter bien sûr que l'on peut suivre l'avancée donc de ton projet de long métrage via ta page YouTube. Je répète, Calais Donna, que vous allez voir. Donc, elle va s'afficher à l'antenne. Dernière question, Donatien. Si tu avais un message à faire passer aux jeunes du pays qui souhaitent se lancer dans une carrière de cinéma, qu'est-ce que tu leur dirais? Je leur dirais, n'hésitez pas à faire différemment des autres. Mm. Et si vous ne trouvez pas les opportunités, créez-les. Très beau message, Donatien. Alors, je te remercie d'avoir été avec nous.
Merci de m'avoir reçu, pardon, c'était un plaisir. Et puis, bonne continuation à toi pour la suite de ton projet de long métrage. Et puis, de toute manière, on reste en contact. Oui, merci. Alors, avec l'urgence climatique, le cinéma se met de plus en plus au vert pour nous faire agir sur des questions environnementales. On en parle justement dans votre chronique L'Infodoc. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Stéphanie et bonsoir chers téléspectateurs. Alors, comment vas-tu? Eh bien écoute, ça va toujours bien. De quoi vas-tu nous parler ce soir? Alors ce soir justement, nous allons terminer la série d'Arte intitulée Paradis perdu. C'est le 4e, le 5e épisode. Et cette fois-ci, on va attaquer l'épisode Sumatra, la moisson du feu. Un film de 45 minutes d'Olivier Dufaux. Alors après Tuvalu, le pôle Nord, le Mali, la Chine, direction maintenant l'Indonésie et plus précisément cette grande île indonésienne située à l'ouest de Java qui est connue pour son terrain tropical, sa faune et ses volcans fumants. Malheureusement, il n'y a plus seulement que les volcans qui fument car ce sont carrément les forêts qui partent en fumée. Mais je vous propose de regarder un petit extrait avant de vous en dire plus. Je me souviens que quand j'étais plus jeune, la forêt était bien plus dense qu'aujourd'hui. Elle s'étendait très loin, il n'y avait pas de frontières. Les villages de l'autre côté n'existaient pas encore, donc la forêt était vaste. Ça a commencé à changer à partir du moment où les hommes de l'extérieur ont commencé à couper du bois pour construire des routes et quand les transmigrants sont arrivés. On n'aime pas entendre les tronçonneuses. On sait qu'avec ça, ils détruisent la forêt. Mais on n'a pas peur d'eux, parce que s'ils viennent nous voir, on se battra. Malgré tout, nous, les Rimba, on ne sait pas comment on va pouvoir survivre à ces tronçonneuses. Les Rimba appartiennent à l'une des dernières tribus forestières de la planète. Leur empreinte sur la Terre est légère. Ils ne font que l'effleurer. Ils vivent en symbiose avec leur forêt. Mais depuis quelques années, ils sont forcés de jouer à cache-cache avec les dangers qui les menacent, comme les feux, les coupes de bois et les plantations industrielles. Les Rimba, comme leurs semblables d'Afrique et d'Amazonie, sont les derniers survivants d'un monde en voie de disparition. Les forêts primaires où vivent ces hommes depuis toujours s'amenuisent de plus en plus vite. Et ces forêts désormais meurtries font aussi vaciller l'équilibre climatique de la Terre. Et voilà, du coup, les Rimba, encore un peuple autochtone dont les pratiques et le style de vie ancestral sont menacés par l'activité humaine et le réchauffement climatique qui en découle. Alors, qu'est-il arrivé à leur forêt? À ce moment-là, on ne comprend pas trop, on entend qu'il y a les bruits de tronçonneuses ne sont pas loin. Pour vous expliquer ce phénomène, il faut dire qu'à Sumatra et dans le reste de l'archipel indonésien, les incendies, c'est une pratique courante finalement pour déboiser les domaines. Un petit peu comme ici, on connaît bien le phénomène. On pratiquait la culture sur brûlis avant la saison des pluies. Avant la mousson. Et du coup, arrivé à la mousson, elle éteignait tous ces feux-là. Sauf que, voilà, dérèglement climatique, décalage des saisons. Et du coup, la mousson n'arrivait plus à temps. Et voilà, l'automne 1997, on voit les images, là, des incendies ont pris des proportions incontrôlables, sans précédent, réduisant en cendres quelques 6 millions d'hectares de forêt. En installant sur l'Asie un nuage immense et permanent, le nuage brun d'Asie. Ils l'ont surnommé comme ça, ce nuage. On le voit. Et figure-toi que le feu de forêt, là-bas, ont duré toute une année. Ils ont été combinés avec le phénomène El Niño. Et c'est carrément la terre qui était en feu. C'est assez incroyable. Alors, ce sont aussi souvent les employés des grandes sociétés qui exploitent la forêt qui mettent le feu pour défricher. Voilà, des pratiques malsaines. Alors, on comprend mieux la méfiance de ce peuple, les Rimba, qui continuent tant bien que mal de conserver leur tradition et leur mode d'existence dans la province de Jambi, à Sumatra. Pour pénétrer cette communauté, finalement, le réalisateur, il a créé une relation de proximité. Pour créer cette relation de proximité, le réalisateur a suivi une famille, celle du chaman Betaring. Sa connaissance ancestrale, finalement, de la forêt nous restitue la force et la magie dans l'univers qui disparaît. Un univers qui disparaît au profit du développement économique, et oui, comme toujours. Il faut remonter à la fin des années 60, car c'est à ce moment-là que la situation a changé en Indonésie. Ils ont ouvert les forêts à l'exploitation minière. Et alors là, on peut imaginer, il y avait des bois exotiques, des bois nobles qui valent des milliers d'euros.
deux phénomènes en cours dans les années 70. L'exploitation forestière. On a ouvert des routes auxquelles s'est ajouté ce qu'on a appelé à l'époque la transmigration. Alors, ce n'est pas la migration des gens qui écoutent de la musique trans, hein, Stéphanie, pas du tout. C'est plutôt le gouvernement indonésien à l'époque a envoyé des migrants depuis Java et Bali sur des îles moins peuplées, car il fallait alors, les îles étaient trop peuplées, donc il fallait un petit peu dépeupler tout ça. Et du coup, ils ont défriché sur des milliers d'hectares pour installer les nouveaux venus. Et aujourd'hui, c'est ajouté un autre phénomène, celui de l'agro-industrie, avec le défrichement sur des milliers d'hectares pour notamment planter de l'huile de palme. Et là, c'est carrément le coup de grâce. Les belles forêts de Sumatra ne sont plus que l'ombre d'elles-mêmes, remplacées par la monoculture, la production alimentaire à grande échelle de l'huile de palme. Et voilà, c'était pas très fun, mais on finit cette série des paradis perdus d'Arte comme ça. Donc voilà, une série qui maintenant a 18 ans et qui a encore plus d'actualité au jeu. Et ça fait très mal au cœur. Bon. Merci Mathieu. Et de rien Stéphanie. Et n'oubliez pas, prendre soin de la nature, c'est surtout prendre soin de soi. Effectivement. À noter dans vos agendas que ce documentaire est à découvrir sur Calédonia le lundi 27 novembre dès 19h55. Enfin, ce soir avec Quintaz, vous saurez tout sur le film Jumanji, un classique sorti en 1995. Allez, c'est l'heure de votre rubrique L'envers du décor. Bande de qui t'es pas prêt, quoi. Non mais allez, sérieux. Bonjour à tous. Aujourd'hui dans l'envers du décor, nous allons parler d'un jeu. Le genre de jeu pour tous ceux qui espèrent laisser derrière eux leur univers. Ah, je te sens arriver à des kilomètres là. Comment ça? J'ai pris ma douche pourtant. Mais non, c'est juste que je pense que tout le monde a compris que t'allais parler de Jumanji aujourd'hui. Je suis si prévisible que ça. Non, à peine. Mais j'ai hâte d'entendre les secrets de tournage. Le film Jumanji est sorti en 1995 et rencontre un énorme succès grâce au scénario incroyable et au grandiose Robin Williams avec son don pour l'improvisation. J'avoue, c'était un génie cet acteur. Le scénario de Jumanji étant tellement bien ficelé que le réalisateur ne voulait pas de Robin Williams puisque pour lui, l'impro n'avait pas sa place dans son film. Robin Williams a quand même réussi à négocier, chaque scène devait être doublée. Une version fidèle au scénario et une autre version avec l'impro de Robin Williams. Sacré Robin. Moi je me demande quand même comment ils ont fait pour faire apparaître tous ces animaux à l'image. Les animatroniques. Les quoi? Des animatroniques, ce sont des robots qui peuvent prendre la forme de presque tout. Attends, ce sont tous des robots? Mais non, il y a le pélican, le lion, les araignées et la plante carnivore par exemple. Et tout le reste, c'est des images de synthèse. Yeah, mais au fait, ça veut dire quoi Jumanji? Ça veut dire beaucoup d'effets en zoulou. Bel engin, tu m'étonnes. Et une petite dernière pour la route, t'avais déjà remarqué que le père d'Alan Parrish et le chasseur sont en fait un seul acteur? Mais ouais, mais j'avais jamais fait gaffe. Et ouais, c'est la magie du cinéma. Un film qui a en tout cas marqué toute une génération. Il est déjà l'heure de se quitter. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet caledonia.nc. Quant à moi, je vous dis à mardi prochain pour de nouvelles aventures.